remarqué par rapport à comment est-ce que ces femmes-là se sont regardées après le traitement, peut-être au moment du diagnostic, comment est-ce que le rapport avec leur corps a commencé à changer? Et vous, en tant que docteur, qu'est-ce que vous avez modifié que vous pouvez partager avec eux? Déjà, c'est très difficile pour une femme qui vient, tu lui annonces tu as un cancer du sein. Tout de suite, elle voit déjà l'intervention. Parce que quand le veuille ou non, le bouche à oreille, c'est quand tu as le cancer du sein, on t'enlève le sein. Pour les patients que j'ai eu à côtoyer, pour une petite anecdote, j'en ai reçu une jeune dame. Et elle, on lui a diagnostiqué le cancer du sein. Et il fallait venir à l'étape où il fallait l'opérer. Malheureusement, on devait malheureusement retirer tout le sein. Donc le jour-là, elle nous regardait en salle, elle dit: docteur, est-ce que vous avez vraiment regardé mes seins? Docteur, j'ai de très beaux seins. Docteur, mon mari, il adore mes seins. Docteur, vous êtes sûr qu'on ne peut pas garder ce sein faire notre traitement? C'est pour vous dire à quel point les seins, pour une femme, c'est important. Et donc, après l'intervention, finalement, avec beaucoup de sensibilisation, de discussion, on a pu la convaincre d'accepter l'acte opératoire. Et j'avoue que ce qui l'a beaucoup aidé, elle, c'est que son mari était à ses côtés, qu'il a beaucoup discuté avec elle, qu'il était là à chaque étape, qu'il l'a rassurée et qui a fait un travail psychologique chez la dame. Et le deuxième facteur, c'est qu'elle avait des enfants. Donc elle s'est dit, autant que j'accepte qu'on m'enlève le sein pour pouvoir rester avec mes enfants, que de le garder et de mourir et de les laisser. Donc tout ça, c'est vrai que bon, c'était pas facile, mais comme l'a dit Ruth, c'est dans la tête. C'est vraiment dans la tête. Par exemple, moi maintenant, je n'ai pas encore eu d'enfant, je n'ai pas d'enfant et je suis déjà fait face à ces situations. Comment vais-je affronter? Je ne sais pas dans 5 ans ce qui se passera. Il se peut que ça, c'est pas que je suis négative, mais il se peut que ça revienne. Et si ça revient, comment on va faire? Il va falloir qu'on me réopère. Ça tourne. Oui. Et puis que j'accepte d'autres cicatrices. Au moins de porter peut-être 2 vies pour pouvoir pour avoir la joie d'être appelée maman. Et soit c'est ça, soit tu vois. Donc si tu n'acceptes pas ça, comment tu vas faire? Moi, je n'ai pas encore porté d'enfant et on me fait déjà 16 ans de traitement. Et il y a aussi la société. Moi, quand le jour où on m'a opéré, j'étais là, aux urgences. Il y a des femmes qui venaient et qui disaient félicitations à leurs enfants. À leurs enfants, félicitations. Parce que moi, je me suis retrouvée dans un cas où, quand je partais au traitement, je me retrouvais uniquement qu'avec des femmes enceintes. Et moi, ce n'est pas la grossesse qui m'a amenée. C'était le sein. Donc, au début, on me disait, ah, venez faire votre pesée, venez faire ci. Non, ce n'est pas la grossesse qui m'a amenée. Moi, je suis venue parce que j'ai un problème au sein. Déjà, même la réaction des gens te désactive carrément. Toi-même, tu sens que c'est comme si tu as la poisse. Donc, on te dit carrément, c'est la grossesse qui ramène les gens ici, toi, c'est la maladie. Donc, si tu te concentres sur tout ce que les gens disent autour de toi, c'est dangereux pour ta propre vie. Le jour de l'intervention, j'étais là, on venait aux urgences, les femmes se disaient, ah, tu as fait quoi, des jumeaux, des trucs. Je dis non, je ne vais pas accoucher. Parce que j'étais au milieu des femmes qui ont accouché. Donc quand elles viennent avec la joie et tout, moi on me pose la question, tu as fait quoi? Des garçons, des jumeaux, une fille? Je dis non, moi je ne suis pas venue pour mettre au monde. Je suis venue pour un problème. Et il y a même des mamans qui réagissent de manière spontanée. Toi, tu n'as pas encore d'enfant et puis on t'opère déjà les seins. Comment tu vas nourrir tes enfants dans le futur? C'est des chocs émotionnels. Elle-même, elle ne sait pas. Elle ne sait pas que ce qu'elle est en train de me dire, elle me tue. C'est sorti comme ça. Tu ouvres les yeux après l'intervention, tu commences à pleurer à cause des réactions de ton entourage. C'est dangereux. Après l'intervention, quand vous étiez à l'hôpital, est-ce que vous étiez avec votre mère, est-ce que vous étiez avec des gens de votre famille, est-ce que vous étiez entouré? J'étais avec ma mère. Juste ma mère et mon petit ami.
justement, est-ce que ce dernier a été d'un bon soutien pour vous? Oui. D'accord. Avant de prendre votre question, je disais. Mais c'est une chance aussi. C'est une chance. Il peut partir. C'est comme une légende. D'ailleurs, on va revenir sur ça. Vous avez votre maman. Que quoi? Vous avez une maman qui a été victime du cancer du sein, vous l'avez côtoyée dans la maladie. Déjà, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'avant la maladie, votre maman était une personne qui mettait l'accent sur sa féminité, sur sa coquetterie, est-ce que c'était une femme qui aimait se préparer? Et est-ce qu'après le diagnostic, après le traitement, est-ce que quelque chose a changé dans sa vision qu'elle avait d'elle-même? Et aussi, vous, comment est-ce que vous avez vécu ça? Ça fait beaucoup de questions, mais... Très bien. Je ne sais pas comment l'exercice sera, mais on y va quand même. Donc peut-être avant de revenir à ça, on va partir sur l'expérience. Ok, donc 2011-2012. C'est mon père qui a vu la bouche. C'est mon papa qui a découvert qu'il avait une bouche au niveau de son sein. C'était étrange et on n'avait pas forcément encore une certaine idée de ce que c'était et tout. Donc, tout de suite, mon père lui a demandé d'aller très rapidement à l'hôpital. Donc, elle est partie, merci. Donc, elle est partie et on était au nord du Bénin. Donc, elle est partie d'abord à l'hôpital de Djougou pour juste savoir en fait ce que c'était. Est-ce que c'était un abcès, est-ce que c'était quelque chose de normal et tout. Donc là-bas, ils lui ont dit non, qu'il fallait qu'elle se rende à Tanguieta pour voir ce que c'était. Donc au lieu de Tanguieta, elle a voulu aller à l'hôpital des Chinois de Natité. Parce qu'elle disait que ça allait aller plus rapidement. Donc elle s'est rendue à Natité et c'est là qu'on lui a demandé. C'est là que les Chinois en fait ont diagnostiqué le cancer. Et ils lui ont demandé donc qu'elle devra se faire opérer et de faire des recommandations de tôt et tout. Mais justement dans la période, elle avait un voyage qui était prévu au Togo à Lomé. Et elle a quand même eu une connaissance qui est plutôt très bien placée dans un plus grand hôpital de Lomé. Donc elle a préféré aller là-bas pour l'expérience. Direction n'a pas fait du tout une semaine, je pense que c'est 3 jours après. Elle est partie à Lomé directement. On a fait de la question de priorité, elle est partie et tout. Et ils lui ont demandé en fait qu'il faut qu'elle reste plus longtemps pour subir l'opération, pour qu'on enlève, parce que ça n'avait pas encore évolué. Elle a eu la chance, ça n'avait pas encore évolué. Donc elle est rentrée, se préparer, je pense une semaine, peu de temps, elle est retournée pour faire l'opération. Et mon père est parti avec elle et mon grand frère aussi. Donc, effectivement, à Lomé, ils ont fait l'opération. Mais sauf que ça n'a pas marché. Donc, l'idée c'était d'enlever la boule. Mais ça a échoué, donc il fallait qu'on la renvoie au Ghana. Elle n'est pas morte, là, elle n'est pas morte. L'opération ne s'est juste pas bien passée, ils n'ont pas pu enlever. Donc, oui. Donc, directement, ils sont repartis à Lomé. Au Ghana. Au Ghana, l'adresse qu'on lui avait donnée, c'était, je pense que c'est le plus grand hôpital du Ghana, c'est quoi les Boubou. Et sauf que là-bas, ça traîne, ça prend du temps, il y a du monde, il faut avoir des connaissances. Donc tu vas traîner pour rien, surtout quand c'est un nouvel environnement. Donc on a plutôt cherché des moyens pour qu'elle se fasse opérer dans un privé, pour aller très rapidement. Donc elle s'est opérée dans un privé. Ça s'est très bien passé, mais sauf que vu que la première opération a échoué, au lieu de juste enlever la boule, on a enlevé tout le sang. Donc, elle est restée au Ghana, je pense, environ 6 mois. Après l'opération, on l'a retransférée maintenant à Guadeloupe parce qu'au moins l'opération était déjà faite et ça s'est bien passé. Oui.
Oui, c'est ça, dans le grand hôpital où elle devait maintenant continuer les soins, les pansements, etc. Et après, je pense qu'elle a fait 3 mois c'est chimiothérapie. Voilà. Donc, en tout, elle a fait 6 mois pour ce premier séjour de traitement et tout. Et après, le sein est parti, mais elle était bien, elle allait bien et tout. Il fallait juste qu'elle revienne chaque 3 mois, chaque 6 mois après pour faire des contrôles dans les médicaments, etc. Donc, elle est rentrée. Et c'est comme ça qu'on a fait des navettes 3 mois, 6 mois au Ghana et tout. Et tout allait bien. Sauf que 3 ans après, donc en 2014, elle a commencé par ressentir d'autres maux. Et son pied qui s'enflamme tout doucement, avec son visage chaud, etc. Donc en fait, la première opération de Lobé a touché son foie. Donc c'est parce que ça avait touché le foie, Oui, c'est ça. C'est ça, 3 ans après. Donc ils ont remarqué cela et après elle est encore repartie à Lobé, mais sauf qu'elle a fait beaucoup d'analyses, beaucoup de radios en ce moment et tout. Et sauf que c'était déjà un peu trop tard. Oui, sauf que c'était déjà un peu trop tard, mais on a quand même dépensé tout dans les soins. Elle est restée un peu, mais bon, c'était trop tard. Donc l'hôpital, ils n'ont pas voulu être très direct, très clair, en train de retourner, tout, voilà. Je pense qu'elle-même, elle avait senti que c'était plus la peine de continuer à dépenser. Donc elle a demandé à ce qu'on la ramène chez elle pour qu'elle meure. Donc elle est revenue et c'est comme ça, février 2014, elle est morte. Donc voilà, c'est son expérience. Maintenant, c'est clairement son corps a changé. Puisque au lieu de 2 ans, elle avait pratiquement qu'un seul, parce que là, c'était totalement parti. Mais je pense que de façon personnelle, déjà, elle aimait bien se préparer, tout ça s'est mis en valeur parce qu'elle était une femme très jeune. Mais bon, ça n'a pas forcément changé après. Parce que ma mère, quand même, elle était une femme très, très, très forte et qui en fait prenait la vie toujours du bon côté. Elle était la plus optimiste de nous tous. Donc j'imagine que peut-être une semaine après qu'elle faisait les pansements et tout, elle a remarqué son corps changer, mais juste après, même quand elle était encore au Ghana, elle était celle-là qui essayait d'encourager les autres parce que c'était comme une communauté là-bas, puisque c'était un grand hôpital. Les femmes venaient de plusieurs pays, du Niger, de la Côte d'Ivoire et tout. Mais elle a créé une sorte de communauté des femmes de l'Afrique francophone qui venaient. Et c'était elle en fait qui arrivait à encourager les autres, celles qui n'avaient pas encore suivi l'opération alors qu'elle avait déjà fait tout, encourager à le faire, c'était pas quelque chose de trop grave. Après c'est mieux parce que tu te sens bien et tout. Donc, elle était quand même assez forte. Mais moi, quand je l'ai vue, parce que moi j'allais à l'école, donc pour le premier voyage, je suis pas partie avec elle. Donc quand elle est revenue, c'est vrai que j'ai eu un choc parce qu'elle a changé. Je la voyais plus comme elle était. Et elle avait acheté 2 seins, 2 chaînes, des prothèses. Mais bon, voilà quoi, c'était. Quand je la vois, c'était plus elle. Moi personnellement, ça a été un choc, mais pour elle, je ne pense pas. Ça ne l'était pas du tout. Elle était très libre, très à l'aise même de rester avec nous comme ça pour nous amener à nous habituer en fait. Et même quand elle sortait, ce n'est pas tout le temps qu'elle utilisait les prothèses. Donc on avait dit, parfois quand elle est fatiguée du elle s'habille comme ça, elle va où elle a envie d'aller en fait. Elle était vraiment très à l'aise par rapport à nous. Maintenant c'est clair qu'autour d'elle, que les gens aussi ont remarqué qu'elle a changé. Il y avait des gens qui parlaient un peu, de petites remarques, de petites critiques, mais franchement, ça ne l'atteignait aucunement.
elle était assez forte, assez focus et nous encourageait plutôt à faire avec, à nous habituer avec son nouveau corps en fait. Et je pense que son mari aussi a été de très grand soutien, s'est déplacé avec elle pour subir des opérations, n'hésitait pas vraiment à être là malgré ses contraintes professionnelles et tout. Et c'est même d'ailleurs lui qui a vu en fait, c'est lui qui a fait la première remarque. Donc je pense que c'était aussi une chance. C'était aussi une chance pour nous et pour elle de la voir. Mais bon, 3 ans après, on l'a perdu. Est-ce qu'on peut applaudir? On va bientôt faire 10 ans que ça s'est passé, mais on sent que vous n'avez pas encore surmonté l'expérience. Est-ce que vous-même, parce que je vais m'écarter un peu du thème, est-ce que vous-même vous avez suivi, vous avez choisi d'être suivi par un psychologue pour essayer d'accepter la douleur, d'accepter l'expérience et d'avancer? Parce que, comme je le dis, l'expérience était beaucoup plus difficile pour vous que pour votre mère. En surface, je vais dire, parce qu'on ne savait pas ce qui lui arrivait à l'intérieur. Mais est-ce que vous avez, après tout ça, essayé de voir un professionnel pour parler de la situation, chercher un moyen d'évacuer, de vivre avec, d'avancer et de ne plus en parler en étant quand j'ai commencé, je vous ai dit que j'allais me prêter à un exercice peut-être qui va être très difficile parce que par contre je ne l'avais pas encore fait. Je pense que j'ai eu le talent, peut-être que j'ai le talent de me dire que c'est la vie et puis j'essaie de faire avec. Donc peut-être que j'ai eu le talent de me voiler en fait sur la vie. Voilà, c'est ça. De me dire que voilà, et puis je m'investis dans plein de trucs, je fais plein de choses, d'être très vite arracher mon indépendance. Donc, peut-être dans cette posture, j'y pense et j'ai l'impression que rien d'autre n'existe. Mais quand ce n'est pas ça, je n'y pense pas forcément, je n'y attache pas forcément une attention très très particulière. Peut-être qu'il le faut, mais avant cette expérience, je ne pensais pas que c'était forcément important, qu'il faut voir quelqu'un faire un vrai deuil d'abord du cancer, qui, je pense, je vais peut-être détacher au deuil d'abord d'avoir perdu ma mère. Voilà, je n'ai pas forcément pensé à tout ça et puis, voilà, j'ai juste avancé, c'est tout. Je vais revenir sur la question avec vous, Mademoiselle. J'avais une question. Oui. En fait, on parle beaucoup de l'esthétique, de la féminité. Est-ce que ici, il y a une reconstruction qui peut être possible après en fait, un cancer du sein? Je sais qu'en France, la tante a pu se faire reconstruire parce que ça a touché véritablement sa féminité. Et elle a réussi à pouvoir faire une reconstruction naturelle parce qu'on prenait sa graisse directement pour la remettre au niveau du sein. Tout lui appartenait à elle. Est-ce qu'aujourd'hui, ici, il y a des accompagnements? Je pense que ça coûte très cher aussi. Comment ça se passe pour faire la reconstruction? Est-ce que c'est conseillé aussi? Alors, concernant l'aspect après la mastectomie, déjà il y a 2 options. Soit les prothèses externes, que tout le monde connaît, soit la reconstruction mammaire. Et par rapport à la reconstruction, on peut utiliser les graisses de la patiente ou même les silicones. Maintenant, est-ce que ça se fait ici? De ce que je sais, c'est qu'il y a des missions qui se font dans ce sens. C'est-à-dire qu'on a des partenaires étrangers qui organisent des missions par rapport aux patientes désireuses de faire des reconstructions mammaires. Et ce n'est que sur les missions pour le moment que les reconstructions mammaires. Dans le nouvel hôpital, est-ce qu'il y aura peut-être ces choses-là? Déjà, dans le personnel, on a des chirurgiens plasticiens, donc ils attendent d'avoir le nécessaire pour commencer à travailler. D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure avant de prendre la question, je voulais aussi poser cette question-là à Mademoiselle Ruth, qui a été une victime, presque victime du cancer du sein. Est-ce qu'après votre intervention chirurgicale, pour accepter votre nouveau corps, accepter les cicatrices qui vous ont été infligées contre votre gré, est-ce que vous avez eu un suivi psychologique? Est-ce que vous avez pensé à l'avoir? Honnêtement, non. Je n'ai pas eu de suivi psychologique. C'est une décision que j'ai prise moi-même, d'affronter la vie de la manière dont ça vient. Parce que si je n'affronte pas,
il n'y a rien à faire. Donc cela veut dire qu'à chaque fois que je m'habillerai, j'aurais honte. Non. Déjà, même après l'intervention, on m'avait dit de ne pas porter de soutien. Donc je ne porte pas de soutien. Même actuellement, je n'en porte pas. Donc je circule librement comme ça. Tranquille. Avec les techniques. D'accord, on va parler cancer du sein et réintégration professionnelle. Avant la maladie, donc avant l'opération, avant le voyage à Lomé au Ghana, qu'est-ce que votre mère faisait? Elle était grande commerçante. Et est-ce que après tout ce qui s'est passé, donc après l'ablation du sein, quand elle est rentrée au Bénin, est-ce qu'elle a continué son commerce normalement? Qu'est-ce qui a changé dans ce domaine-là? Ça n'a pas vraiment continué comme c'était avant, parce qu'il faut dire aussi que quand elle est rentrée, il y avait de petites maladies, un peu tout le temps, qui la fatiguaient, oui. Donc, c'est vrai qu'elle était vraiment une femme très très active, mais après ça a quand même changé, on pouvait remarquer un changement très radical de sa vie avant et de sa vie après. Donc elle n'était pas aussi active qu'avant. Aujourd'hui elle est malade. Et puis avant ça aussi elle avait déjà des maladies, elle était ulcéreuse, elle était ci, ça. Donc voilà, donc elle était vraiment très régulièrement malade à l'hôpital et tout. Donc la vie n'était plus vraiment comme elle était. Et après elle devait tout le temps être là-bas chaque 3 mois au début, après chaque 6 mois. Donc ça a vraiment bouleversé. Oui. Mademoiselle, est-ce que vous, après ce que vous avez vécu, après la chirurgie, après l'intervention, est-ce que cette situation vous a affaibli sur le plan professionnel? Parce que vous avez dit que vous êtes journaliste, est-ce que ça vous a affaibli sur le plan professionnel ou plutôt est-ce que vous avez utilisé cela pour vous propulser? C'est-à-dire que vraiment se dire que c'est maintenant que ma vie commence, c'est maintenant que je dois réaliser mes projets dans mon travail. Honnêtement, oui. Parce qu'il faut toujours voir le bon côté des choses. Si cela ne m'était pas arrivé, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est après l'intervention et autres que j'ai décidé d'écrire ce projet. Et alors, la vie professionnelle, j'ai fait un moment à l'ORTP et les gens ont remarqué que je ne portais pas de soutien. Donc on ne parle pas de ça à tout le monde. C'est parce qu'il s'agit de ça que je parle de ça ici maintenant. Parce que quand tu parles de ça, c'est comme si on te voyait déjà comme une malade. Donc toi, c'est comme si tu es porteuse de VIH. On te regarde comme une malade. À chaque fois on te regarde, c'est comme si on te regarde avec un air de pitié. Donc moi, je n'aime pas ça. Et je n'en parle pas à tout le monde. Maintenant, quand je me promenais dans les couloirs de la télé, celle-là, elle a quel problème? Pourquoi elle ne porte pas de soutien? Donc elle est venue ici seulement pour séduire le gars. Elle est venue ici pour séduire le mari. Elle ne savait pas. Donc on me collait des étiquettes que moi-même, quand j'entends, je rigole. Moi, je n'ai donné d'explication à aucune de ces personnes avant de quitter parmi eux. Parce que eux, ils voient rien que le physique. Eux, ils ne savaient pas pourquoi moi je me promenais sans soutien. C'était pour ma propre santé. Mais eux, ils ne savaient pas. Donc, vu qu'ils me jugeaient juste parce qu'eux, ils ont vu que je ne portais pas de soutien, moi, je me dis, ok, j'ai pas d'explication à vous donner. Jusqu'au moment où il y avait une de nos supérieurs arrêté une fois dans le couloir. Toi, viens ici. C'est quoi ta mission? Tu es venu ici pour la séduction. Et je lui ai dit non. Bon, madame, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Mais moi, je ne suis pas venue ici pour la séduction. Mais si c'est ce que vous croyez, alors là, c'est tant mieux. J'ai repris mes documents. Je suis partie. Et j'entends partout, Ruth la séductrice, elle est là seulement pour séduire. Vous ne voyez pas, elle se promène pour se monter de 700 à chaque fois. Donc, c'est des choses qui se passent. Moi, je sais pourquoi je ne porte pas de soutien et c'est bon. Je n'ai pas d'explication à donner. Je suis libre. J'ai fait l'exercice là pour avancer. C'est pas que j'ai suivi des... Non, je n'ai pas été chez un psy. Je l'ai affronté seule. Mais je ne suis pas sûre que toutes les femmes pourront le faire. Donc, c'est conseillé d'aller chez un psy. Est-ce que après la maladie, après son décès, est-ce que vous-même vous traînez aujourd'hui des traumatismes qui sont liés à cette maladie? Parce que tout à l'heure, quand vous avez voulu vous demander, vous avez dit que je suis une victime du cancer, mais pas Jessie. D'accord? Est-ce que cette maladie-là vous a laissé des traumatismes quelconques aujourd'hui qui font partie de vos habitudes?
sont des séquelles. Non, pas forcément. Pas forcément. Je me rappelle qu'en 2021, je pense, j'avais remarqué que, mais c'était dû à mes menstrues, hein, sauf que j'ai quand même paniqué et tout. J'avais remarqué que voilà, il y avait quand même du volume au niveau de ma sein et tout. En fait, je pense qu'il y a quand même une différence entre moi et une autre jeune femme qui accorderait plus d'attention au volume de ses seins un peu tout le temps et tout. Il y a cette différence-là. Je vais plus paniquer ou je vais plus me dire, voilà, parce que moi je suis, vu que j'ai ma mère qui a eu ça, je suis plus face, voilà, les probabilités sont plus fortes que je l'ai aussi dans une certaine mesure. Donc, dès que j'ai vu ça, j'ai paniqué, puis tout de suite je suis allée demander une consultation et voilà, j'ai expliqué, j'ai fait une mammographie, même j'ai fait et tout. Et elle m'a dit que non, qu'il n'y avait rien du tout, elle m'a posé des questions sur mes menstrues et tout. Et je lui ai dit, elle a dit que non, c'était sûrement dû à mes menstrues. Et bon, après ça, quand je vais aussi voir la gynéco, moi aussi, à chaque fois, je suis devant mon miroir, je n'hésite pas à voir. Mais ça n'est pas forcément quelque chose qui me traumatise. Non, pas du tout. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des petits traumas. Après l'ablation du sein de votre maman, il y avait des petits traumas. Donc ça me pousse à demander quels sont les stéréotypes et les préjugés auxquels les victimes de cancer du sein sont sujets. Et je vais demander la même question au docteur Doris, parce que je sais que les hôpitaux sont concentrés même des préjugés, des stéréotypes et des mauvaises langues. Donc on va commencer par Aïchatou, puis vous allez enchaîner. Bon, toujours de mon expérience, en fait, déjà famille polygame. Donc, même d'abord à la maison, où il y a beaucoup de personnes, tu vois des autres qui disent, franchement, à changer, toujours à changer, etc. Des remarques comme ce qu'on disait, ou bien des gens qui, après vous entendez quand ils s'asseyent, on parle et tout. En fait, déjà, s'imagine que vous n'allez pas durer, que franchement vous allez mourir très bientôt, c'est juste pour un temps l'opération, ça va durer, etc. Donc en fait, c'est d'abord quand c'est pas quelque chose de très connu, les gens remarquent très rapidement que votre corps a changé, les plus proches, parce qu'il n'y a que les plus proches qui puissent voir vraiment. Et ma mère, elle était tellement sociale qu'en fait, elle ne peut pas juste cacher, elle ne peut pas cacher. Elle est tellement ouverte avec tout le monde, toutes les autres femmes de mon père, tous les autres enfants. Tout de suite, tout le monde savait, tout le monde avait déjà remarqué. Donc il y avait ces petites phrases-là, voilà, ton corps a changé, etc. Lui, il est plus petit, est-ce que toi-même ça va? Un peu comme si on t'amenait à ne pas accepter en fait. Alors donc si toi tu n'es pas assez forte et tout, tu pourras très rapidement succomber. Mais à part ça aussi, c'était tu as l'impression que les gens ont pitié de toi en fait, après ça. Ce qui n'est pas forcément ce dont tu as besoin. Donc, en fait, je suis toujours une femme, je suis toujours humaine comme vous. Je pense que c'était plus la mentalité de ma mère. Mais il y avait une certaine compassion. Les gens tu avais l'air comme c'était de la pitié, est-ce que tu vas bien, etc. Mais c'est pas de ça forcément qu'elle avait besoin en fait. Donc il y a ça, les gens prennent ça vraiment à un degré où on se dit qu'on doit t'accorder plus d'attention, tu deviens différente de nous, alors que c'est pas ça. Donc je pense que pour un autre cas, de ma mère qui était quand même quelqu'un de très fort et tout, ça peut être des choses qui vont négativement impacter les femmes qui n'ont pas cette capacité-là à pouvoir faire la part des choses et apprendre du monde. Donc, être là, lui accorder de la pitié, de l'attention, et lui dire est-ce que tu vas bien, est-ce que tu as changé, tu vas vite mourir, tu as changé, tout ça. Je pense que ça peut être très très négatif dans un certain contexte où des catégories ne sont pas très fortes mentalement. Par rapport aux stéréotypes et aux préjugés, en milieu hospitalier, je ne dirais pas qu'on a des stéréotypes et des préjugés. Parce que déjà, notre mission, c'est d'accompagner le patient. Ce n'est pas de le précipiter ou de le pousser encore plus activement. Donc, déjà, en tant que médecin, on joue tout ce rôle-là de psychologue d'une manière ou d'une autre. Déjà, dans l'annonce du traitement, il y a la manière dont il faut faire l'annonce, la manière dont il faut accompagner le patient dans ce processus. Et je ne peux pas forcément généraliser, mais pour ce qui est de mon cas, parce que je suis beaucoup patiente quand même là-bas,
moi j'ai tendance à ne pas les amadouer. Ça c'est moi. Parce que souvent elles viennent, c'est vrai que physiquement il vous manque un sein ou peut-être les deux. Mais ça ne change pas en rien qui vous êtes. Ça ne change pas vos compétences. Ça ne change pas ton intelligence, la douceur que tu avais, la sensibilité que tu avais. Ça ne change rien de tout ça. Pour moi, ça reste le physique. Donc moi, ce que je fais, c'est de leur dire, oui, il y a un sein qui manque, mais acceptez le corps tel que vous l'avez maintenant. Vous êtes en vie, profitez de ce qui vous reste, passez du temps avec vos proches, faites des activités que vous aimez, continuez à travailler et puis continuez à vivre tout simplement. Si quelqu'un parle autour de vous, fermez vos oreilles, vous n'écoutez pas. Si vous n'êtes pas accepté quelque part, quittez l'endroit, allez vers là où les gens ils ont besoin de vous. Donc chez nous, c'est beaucoup plus un accompagnement. Et quand nous, on ne parvient pas à le faire parce que déjà, pour être psychologue, c'est des années d'études. Moi, je ne suis pas psychologue ni psychiatre. Donc on voit que le patient déjà a un terrain assez sensible, on les oriente systématiquement vers les spécialistes pour faire l'accompagnement nécessaire. D'accord. Je ne peux pas revenir dessus parce que vous avez déjà raconté en quelque sorte les préjugés qu'il y avait. Donc moi, aujourd'hui, j'ai une question. En tant que... quand on prend les victimes du cancer du sein, je ne veux pas plus à vous, docteur, parce que c'est dans le cas hospitalier. Quand on prend les victimes, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des ateliers, des associations, des organisations qui permettent de remettre ces victimes-là en confiance? Je parle surtout des personnes qui ont du sein, moins les deux seins même. Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui mis en place, peut-être par le gouvernement ou peut-être même par le personnel soignant, pour aider ces victimes-là à prendre conscience qu'elles restent une personne à part entière en dépit du fait qu'elles n'ont plus de sein? Par rapport aux organismes, j'avoue que j'en connais pas vraiment. J'en connais pas. On n'a pas de trouvé. Il doit peut-être en avoir, mais je n'ai pas d'informations. C'est possible. Je me demandais, je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu parler de ce genre d'association ou d'organisme qui permet de redonner confiance aux victimes du cancer? De manière globale, il y a des ONG qui parlent du cancer du sein en octobre. Bien, Voilà, sûr. c'est ça. C'est tout. Sinon, côté survie, comment se confier entre femmes, les femmes qui ont subi le cancer du sein et qui sont vivantes, se libérer psychologiquement pour pouvoir se communiquer entre elles, affronter la vie, parler de ça aux autres ou faire des ateliers pour en parler. Il n'y en a pas. Non, j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé. Peut-être qu'il y en a et que je n'ai pas encore eu l'information. Mais pour le moment, non. Je voudrais juste dire, de ce que je sais, pour les patients qu'on suit, c'est pas qu'elles ont formé une association ou quoi que ce soit du genre, mais elles sont très solidaires entre elles. Donc déjà, tu as les nouvelles patientes, tu as celles qui ont déjà été opérées depuis 5-10 ans, qui sont là. Et entre elles sont solidaires, elles discutent, elles ont un forum WhatsApp. Mais je ne sais pas en fait Si c'est réellement une association. Exactement, j'aurais du mal à prononcer par rapport à ça. D'accord. Elle disait que de manière globale, il y a des ONG, mais que ce n'est pas vraiment des organismes officiels. Donc, avant de prendre votre question, j'aimerais donner je ne vais pas dire mon expérience, c'est peut-être plutôt une anecdote, parce que j'ai vu une amie qui est également survivante du cancer du sein et qui a un sein en moins, donc ablation totale du sein. Je pense que dans le même âge, elle a 26 ans aussi. Et je pense qu'on n'a pas été capable de lui donner les facteurs qui ont réellement conduit à ce qu'elle ait le cancer du sein, et malheureusement, elle n'est pas allée faire le dépistage tôt. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé, je pense, il y a 2 ou 3 ans. Et de base, c'est quelqu'un très coquette, vraiment dans beaucoup, c'est-à-dire qu'elle investit vraiment sur son physique. Pour elle, c'est pas possible qu'elle sorte dans les dents des mailles. C'est vraiment pas possible. Et donc, moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours connu depuis que j'étais enfant. Donc, on a grandi ensemble, on se connaît.
Et dès le moment où le diagnostic a été posé, c'est devenu une autre personne totalement. Et jusqu'à l'heure où je parle, je n'ai plus jamais revu cette personne que j'ai côtoyée depuis l'enfance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de feu dans ses yeux. Genre, elle a vraiment beaucoup de mal. Et je pense que je ne sais vraiment pas comment faire pour qu'elle s'accepte, s'assume. Le fait qu'elle ait un sein en moins pour elle, c'est le monde qui s'écroule. Et ça ne passe pas. Sur elle, la pilule ne passe pas. Elle refuse de se mettre en couple, elle refuse de se déshabiller devant les gens, elle déteste les rassemblements. Vraiment, c'est devenu une personne, c'est pas casanière, c'est même pas le mot. C'est vraiment être dans une grotte. C'est pas possible. Donc, les seules personnes qui peuvent s'approcher et parler de ce sujet, c'est peut-être les personnes qu'elle connaît depuis longtemps. Moi, par exemple, en l'occurrence. Aujourd'hui, elle ne vit plus au Bénin, sinon elle aurait été invitée sur ce panel. Et sa seule préoccupation actuelle, en ce moment où je parle, c'est amasser le plus d'argent pour faire une reconstruction chez ma mère. Elle ne veut rien savoir, son problème dans cette vie, c'est ça. Donc, malgré le suivi psychologique, parce que ses parents, heureusement, entièrement africains, mettent un accent sur le suivi psychologique. C'est pas les. Non, c'est pour les blancs, ce genre de choses. Franchement, elle a eu le suivi qu'il fallait. Mais, comme Ruth l'a dit, comme on l'avait dit, il faut d'abord l'accepter dans sa séance. Et pour elle, ça passe pas. Ça ne passe pas. C'est-à-dire que, je ne vais pas vous expliquer comment elle a perdu de la vie. Elle a vraiment perdu de la vie et c'est vraiment compliqué. Donc, moi, je ne l'ai pas côtoyée pendant la maladie parce qu'elle n'était pas ici. Donc, je pense que si je l'avais peut-être côtoyée dans la maladie, si j'avais vu, parce qu'elle a fait beaucoup de chimio, elle a fait beaucoup de rechutes, elle a été traitée en Afrique du Sud, elle est revenue, ça s'est multiplié encore, elle est repartie, elle a frôlé la mort. Donc, c'était vraiment une expérience très traumatisante pour elle. Et comme elle ne menaçait pas déjà la chose, pendant le traitement, elle ne voulait parler à personne. La seule personne à qui elle parlait, c'était ses parents. Donc, peut-être que si j'avais vécu une expérience comme Aïcha qu'on avait vécu, peut-être que moi, j'aurais du mal à en parler aujourd'hui. Mais c'est juste pour dire que c'est vrai que je n'ai pas forcément côtoyé de façon très proche une victime du cancer, mais je sais les conséquences psychologiques que ça a sur une personne qui a surtout subi une ablation de ses. Donc voilà, c'était la petite anecdote.